Alors, on va débuter. Alors, bienvenue aux participants. Bienvenue François Giguère et Martin Briot à cet atelier d'échange sur quand la communauté se réapproprie le marché locatif. Des capsules vidéo très intéressantes. Ceux qui n'ont pas eu la chance de les visionner, peut-être après la séance de discussion, vraiment prendre le temps d'aller visionner ces vidéos-là. Alors, je vous présente Martin Briot, GRT Abitibi-Témiscamingue à Ongava, chargé de projet. Et François Giguère, qui est directeur général de la Société locative d'investissement et de développement social, Solide. Alors, bienvenue à vous deux. Merci d'être là. Je demanderai pour dire les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et André va veiller à en tout cas, tenter de ne pas en passer. Alors, bienvenue tout le monde. Je me lance. Première question, Martin. Pardon? Pour trois points. Pour démarrer la discussion, écoute, programme, dans le fond, dans ta capsule vidéo, tu nous expliquais un peu comment développer de l'habitation sociale et communautaire autrement via un programme qu'on appelle logement abordable, qui semble, ma foi, plus rapide que ce qu'on connaît dans les programmes actuels qui existent, par exemple Axélogie. Moi, ma question, c'est bon, par rapport aux embûches, parce que ce que tu disais, c'est que c'était une première phase que vous aviez développée avec Axélogie et vous avez fait un projet d'agrandissement en utilisant un autre programme. Je me questionnais parce que je sais qu'il y a des contraintes particulières, il y a des conventions d'exploitation avec la Société d'habitation du Québec. Et quand on a déjà construit à l'intérieur d'un programme, puis qu'on veut faire des phases subséquentes, comment on traite toutes les garanties hypothécaires, les mains levées, je ne sais pas si tu pourrais nous en parler davantage. Oui, sans trop entrer dans les détails, le premier ticket à aller chercher, c'est vraiment c'est obtenir la main levée auprès de la SHQ. Donc, il faut prévoir un projet de lotissement, le faire approuver et avoir une renonciation, si on veut, sur cette partie-là et du créancier hypothécaire. Quand il y en a juste un, ça va bien, mais quand on fait un projet qui a eu deux phases Axélogie, un avec la Banque nationale et l'autre avec Desjardins. C'est toujours difficile à ce moment-là, il faut obtenir les deux parties. Mais en gros, le premier ticket, là, c'est obtenir la main levée. Mais la SHQ, fort heureusement, ont une liste, ont une façon, là, une recette à suivre, et puis ça va relativement. OK. Mais il n'y a pas de particularité du fait que que la Société d'habitation du Québec a comme, et sans dire, a garanti une hypothèque sur un immeuble et qu'il y a une partie. Il n'y a pas de problème particulier à ce qu'on passe dans un autre programme ultérieurement, même si on a passé par Axélogie. Il faut rassurer Axélogie, et avec raison, étant donné qu'il y a des données publiques de mise en garantie et tout. C'est juste s'assurer que le programme Axélogie ne paiera pas pour la phase SIHL dans ce cas-ci, tout simplement. Donc, c'est de fournir les garanties. S'il y a un bris sur le bâtiment, s'il y a une perte d'espace, on vient le compenser autrement, soit financièrement, soit... En même temps, il faut le voir aussi que c'est un avantage parce que je prends l'exemple d'une résidence personne âgée. Si vous êtes déjà, mettons, un projet d'une cinquantaine d'unités de logement, vous en rajoutez 40 autres, le gardien de sécurité ou certains frais qui viennent être amortis sur un plus grand nombre de logements. Donc, il y a des avantages également pour les deux phases ou les deux parties de clientèle. OK. Puis, par rapport, tu parlais aussi du montage financier. Je pense que ça va intéresser aussi les participants. Là, quand on parle de contribution du milieu, on sait qu'on demande énormément au milieu. Puis là, ce que je pouvais comprendre, c'est que ça pouvait représenter 5 de contribution du milieu. Fait que le montage financier, c'est-tu prêt, subvention ou les prêts sont à plus long terme?
Bien, en fait, il y a un mécanisme qui se fait, étant le principe d'appel d'offres, qu'on peut aller sur un devis de performance, à la limite de gré à gré, qui est accepté, même favorisé et préconisé par la SCHL, fait en sorte qu'au lieu d'y aller dans les 200, 225, 250 $ du pied carré, on est à 150, 160 $ du pied carré et on ne vient pas, comment dire, réduire la qualité des produits là, ou la qualité des matériaux. C'est vraiment pas ça. C'est que ce que j'appelle toujours, c'est le principe du partage du risque. Donc, c'est l'entrepreneur. Nous, on y va avec un programme architectural. On y va avec des plans ou un design imposé. On y va avec un devis, ce qu'on veut, le nombre de logements, la superficie des logements, quel matériau qu'on veut. Donc, à partir de ces informations-là, l'entrepreneur engage son architecte et nous propose une conception. Et c'est l'organisme qui choisit au final, quand on invite 1, 2, 3. Souvent, on invite des entrepreneurs avec lesquels on a des affinités dans le sens ça va bien, qu'on a eu déjà des chantiers ou des gens par leur qualité de travail. Donc, on n'est pas... vous le vivez en région, souvent, quand on va sur le principe d'un appel d'offres public, bien, les sous-traitants viennent d'une autre région. Donc, la poignée qui brise, bien, il y a toujours un délai parce que c'est le sous-traitant, bien, il y a toujours cette complication-là, ce qu'on n'a pas forcément avec la SCHL, parce que l'entrepreneur choisit ses sous-traitants avec lesquels il est habitué. Donc, le partage du risque se fait par tout le monde. Donc, les coûts sont beaucoup moins. On vient d'aller en plein COVID au mois de mars, un projet de 45 logements. C'est 3 bâtiments pour une résidence personnes âgées. Et c'est sorti, on l'a obtenu à 160, mettons, je vais faire un chiffre arrondi, 170 $ du pied carré. Et ça inclut les frais professionnels. Si je peux me permettre, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu vas vouloir basculer vers l'autre projet à un moment donné. Juste qu'il y avait une question qui s'adressait directement à Martin Brio, qui vient de Charlie Brousseau-Fournier, une collègue à Mélanie, qui demande est-ce que l'abordabilité dans ce programme correspond au fameux 30 % du loyer médian du marché? Là, on est dans les affaires techniques. 30 % effectivement du loyer médian de la SCHL. Et également, c'est sur la capacité de payer, mais également, il y a une renonciation, dépendamment du programme avec la SCHL, là, mais il faut renoncer souvent à 10 % des revenus potentiels sur l'immeuble. Autrement dit, si la moyenne, le loyer moyen est de 1 000 $, il faut arriver, nous, avec à 900 $. Et le 900 $, il faut qu'il y ait une grande partie de la population qui soit en mesure de payer le 30 % pour y vivre, grosso modo. Alors, je ne sais pas combien de temps, le temps passe quand même vite. On a déjà pratiquement 10 minutes de passé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, André, pour Martin, puis on passerait avec François. J'ai l'impression qu'on s'était dit tantôt que la question de Luc était sur les conditions de base pour démarrer une société acheteuse. On a l'impression que c'est plus à François que ça s'était dirigé. Bon. J'espère que je ne me trompe pas. Puis il y aura une autre question par rapport aux compositions du CA aussi pour de la solide, François. J'ai vu 2 questions qui ont passé ce côté-là. Alors, François, écoute, le bel exemple de prise en charge du milieu. Puis effectivement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un comité logement qui est, la défense des droits des locataires, qui a mis en place une société acheteuse pour, acquérir des bâtiments et les exploiter. C'est sûr que les deux éléments, devenir propriétaire et aussi se porter à la défense des droits des locataires, c'est 2 éléments qui peuvent des fois créer des tensions, j'imagine, ou selon ce que tu mentionnais, c'est que ça s'était quand même bien passé. Fait que c'est sûr que par rapport à la composition du CA, je ne sais pas qui avait posé la question. Effectivement, je ne sais pas de quelle façon vous le travaillez, ou si vous avez des obligations que des membres du CA du comité logement soient sur le conseil d'administration de Solide ou l'inverse. Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça? Oui. Alors, il y a 2-3 questions là. La première, c'est sur le rôle des organismes, même si effectivement on vient de la même famille. Le comité logement a créé Solide et même pendant 8 ans, c'était le même directeur des 2 organismes. La mission de chaque organisation est très clairement définie et il y a dans notre culture d'organisation une règle, pas une règle non dite, une règle clairement dite. On ne parle pas des locataires que nous on a ou que eux défendent. On n'en parle pas au bureau. Et les gens du comité logement ne font pas de cadeaux à Solide.
les gens du comité de logement, s'ils défendent un locataire qui est un de nos locataires, ils ont le devoir de le défendre avec autant de détermination que si on était le pire propriétaire de la région. Et c'est l'attente qu'il y a dans la boîte. Et comme ça, les locataires, eux, savent qu'ils vont recevoir les bonnes ressources pour se défendre si on un grief contre solide. Alors, ça, il y a comme une espèce de paramètre de base qui est dans notre organisation depuis 20 ans qui assure les gens sont bien défendus. Maintenant, le comité de logement qui a créé Solide a un rôle très important dans la gouvernance. Il ne se mêle pas des opérations. Par contre, c'est 3 des 7 membres du conseil d'administration de Solide viennent du comité de logement. Ils sont élus en assemblée générale, mais dans nos règlements généraux, il est prévu qu'il y a 3 des 7 qui viennent ou bien du CA ou bien des employés du comité de logement. Et les 4 autres membres viennent des autres membres, qui est un autre. On a 2 catégories de membres. Tout le CA du comité de logement est membre de Solide. Et il y a un autre groupe de personnes qui ont été nommées par le CA du comité de logement, qui sont tous les membres de Solide. Donc, en bout de ligne, le CA du comité de logement est minoritaire sur le CA Solide, mais il y a quand même un lien organique assez fort. Maintenant, le CA Solide va souvent faire des recommandations au comité de logement pour dire qui on veut, qui on suggère comme membre de notre organisation. Dans les conditions nécessaires pour le démarrage de société acheteuse, je dirais qu'il faut premièrement de la créativité. C'est pas très tangible, c'est pas financier du tout, c'est pas un terrain, mais faut penser en dehors de la boîte. Il faut se dire que Axologie, c'est un bon outil, c'est un outil qui existe, c'est un outil qui rend les services extraordinaires, mais il y a moyen d'aller au-delà de ça, il y a moyen de faire autre chose que ça, un peu comme Martin expliquait plus tôt. Donc, faut voir en dehors de la boîte, puis il faut pas essayer de copier un modèle qui a été fait ailleurs. Il faut des fois trouver l'inspiration, c'est ce que les collègues ont fait, de trouver quelque chose qui correspond à notre milieu. Alors, moi, ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est notamment qu'au début, on a eu un appui de la municipalité pour endosser le prêt de 25% d'un immeuble. Ça peut être autre chose. Ça peut être une communauté religieuse qui donne un terrain. Ça peut être plein de choses. Mais au début, ça prend un appui du milieu. Et puis après, ben, avec le temps, il faut être, je ne dirais pas habile en finance, c'est un peu prétentieux, mais il faut vite voir l'intérêt de l'équité dans nos immeubles. Dans le logement social, tant qu'à moi, c'est un drame, là, les milliards de dollars d'équité qu'on a, qu'on ne peut pas mettre en action. Ben, nous, en faisant des projets hors convention, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'à chaque année, on génère 1 million de dollars d'équité qu'on peut utiliser pour des nouveaux développements. Puis quand vous parlez de développement, parce que vous parlez beaucoup de achat simple ou achat rénovation, est-ce que vous avez l'intention des intentions de construire? Oui. Mais pendant la pénurie de logements au début des années 2000, on a contribué à soulager la pénurie. On a fait 2 projets de construction neuve, 91 logements. Et actuellement, on travaille, on a des visées sur 3 projets différents, dont un qui est dans les stationnements de 2 immeubles qu'on a achetés il y a 2 ans. Quand on a acheté les bâtiments, 70 logements nous intéressaient bien. Ce qui nous intéressait encore plus, c'était les immenses stationnements qui sont au centre-ville de Châteauguay. Alors, au centre de Châteauguay, on pourrait construire 200 logements en utilisant des parkings qui sont assez inutilisés d'ailleurs. Donc, oui, on a ces intentions-là de faire la construction neuve. On fait, par contre, tout le temps en trame de fond, on fait toujours de l'achat. On achète 1, 2 ou 3 immeubles par année. Là. Dans les prochaines semaines, on achète 45 logements là, dans 2 immeubles. Puis toujours dans un contexte hors convention, vous n'utilisez pas de programme? Quand on fait de l'achat simple, on n'utilise pas de programme. Surtout qu'avec les délais qu'Axologie impose, faire de l'achat-rénovation avec Axologie, c'est pratiquement impensable. Quel propriétaire va attendre 8 ans avant de pouvoir vendre son immeuble? Alors, ce qu'on a fait à 3 occasions, c'est qu'on a acheté des immeubles qu'on a revendus 8 ans plus tard à un organisme communautaire qui nous avait demandé d'acheter l'immeuble. Donc, on l'a acheté pour le posséder temporairement et le remettre au prix coûtant à ces organismes-là. Puis, il y en a un qu'on a développé nous-mêmes en achat réel.
Intéressant. Je ne sais pas si tu as vu, Mélanie, peut-être un complément à la question de François, quoique je pense qu'il avait répondu en partie, mais par rapport à la composition du CA, Valérie voulait une précision. Je pense qu'elle est donnée, mais donc la solide, ce n'est que des citoyens. Il n'y a pas d'organisation comme telle dans la composition du CA. C'était sa question. Il y a des gens du comité logement, donc il y a 3 postes réservés à cette organisation-là. Les citoyens, ben, souvent, ils sont issus, c'est pas des gens qui passaient sur le trottoir. Là. Il y a une nouvelle membre qu'on vient d'élire qui vient du Centre de femmes de Verdun, de Longueuil. Il y a quelqu'un d'un CLSC. Donc, les gens viennent comme individus, mais souvent, il y a un lien avec la fonction de son organisation. OK. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, André? Pour l'instant, non. Moi, j'avais vu passer, peut-être que ça s'adresserait plus à Martin, par rapport, les gens se questionnent beaucoup par rapport à l'initiative pour la création rapide de logements. Peut-être, je ne sais pas, François ou Martin, ce programme-là, parce que les gens ont l'impression que c'est en claquant des doigts, on va avoir un projet d'habitation qui va être habitable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un spécialiste de la SCHL. Je suis comme tout le monde, je suis là-dedans. On a un projet avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. On va présenter un projet, c'est bien sûr. C'est sûr que la rapidité est fort intéressante. Donc, ça serait le fun si ça pouvait être appliqué, un copier-coller sur tous les programmes au Québec de logement. Ben bon, peut-être ça va être j'ose espérer. Okay. Nous, on l'a regardé de très loin. Là. On va se fier aux spécialistes du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. Il faut connaître l'expertise de là où elle est. Et on leur a demandé, il y avait un immeuble potentiel, mais finalement, on n'ira pas de l'avant avec l'initiative. Oui, tout dépendamment du type de bâtiment, du type de clientèle. Des fois, ça peut être intéressant, ce programme-là. Mais dans le fond, c'est pour conserver l'abordabilité du logement en tant que tel. Je pense que c'est le but principal de cette initiative-là. De ce que j'ai compris, moi, c'est la livraison rapide de logement. Le programme se décline en 2 volets. Le volet que simplement au Québec, c'est juste Montréal et Québec qui ont accès à un 500 millions. L'autre 500 millions, c'est toujours dans un contexte d'une clientèle vulnérable, donc personnes autochtones, personnes âgées, en risque d'itinérance et en construction modulaire, essentiellement. Oui, ça se décline sur d'autres types de construction, mais l'idée, c'est que plus qu'on va construire rapidement, on parle d'une occupation en mars 2022, de ce que je comprends, donc le défi est là, mais ce n'est pas tous les projets qui peut se faire. Mais si vous avez un immeuble qui est nickel, vous pouvez effectivement l'acquérir, puis plus vite vous livrer, c'est... OK. Alors, le fait que je dise que je n'avais pas d'autres questions, il y avait effectivement le commentaire tantôt, puis tu as bien fait de le relever, Mélanie. Ça a suscité 3 questions côte à côte. Là. Par rapport à l'équité, une question probablement pour François. L'équité permet d'acheter, mais comment se finance les remboursements des achats effectués? Puis est-ce que les achats concernent seulement des immeubles à logement? Dans votre cas. Puis il déboule. Il y a-t-il par choix des achats avec revente rapide pour profiter de la plus-value? Bien, Luc est en forme. L'équité permet de faire de générer la mise à fonds pour l'achat des immeubles, mais ce sont les loyers qui paient l'ensemble des prêts qui ont été contractés. Comme les loyers paient toutes les dépenses d'opération des immeubles. Parce qu'on finance les immeubles à 100%, parce qu'il y a 2 prêts, là. Il y en a un qu'on a emprunté sur l'équité, il faut que c'est quand même un prêt, et il y a l'autre prêt qui est un prêt hypothécaire sur 75% de la valeur d'immeuble. Mais les immeubles sont déficitaires les premières années. En fait, solides, pendant les 8 premières années, on a perdu de l'argent. À un moment donné, on rattrape le marché. Même si nos loyers sont beaucoup plus bas que le marché, quand on paye une hypothèque sur le prix d'un immeuble qu'on a acheté il y a 8 ans, nos loyers, 8 ans plus tard, ils nous permettent de rembourser ces paiements-là. Donc, c'est les loyers qui couvrent tous les paiements.
c'est essentiellement des immeubles à logement qu'on achète. On a acheté une fois un centre d'hébergement pour le louer à un autre centre d'hébergement. Donc, c'est un groupe alimentaire qui vendait son immeuble. On l'a acheté pour le louer à une auberge du cœur. Non, il n'y a pas de revente rapide pour profiter de la plus-value. Au contraire, on ne vend jamais nos immeubles, on ne spécule jamais sur aucun immeuble. Vraiment, notre mission, c'est de sortir les immeubles du marché privé et de faire bénéficier les locataires du fait qu'ils ne sont plus dans un contexte spéculatif. Et puis, moi, j'avais un petit élément, François, que je me questionne par rapport à l'abordabilité des loyers. C'est bon, vous maintenez le logement abordable pour que les locataires puissent profiter selon leurs revenus, parce que souvent, bon, c'est du privé, c'est des gens plus vulnérables, des ménages à faible revenu modeste. Est-ce que vous mixez avec du PSL privé? Est-ce que vous avez la possibilité d'aller chercher le programme de supplément en loyer pour certaines unités dans vos immeubles? Oui, on a environ une cinquantaine de PSL privés, plus quelques PSL dans les projets Excelogie qu'on a fait. Les OMH aiment bien nous avoir comme propriétaires qui délient parce que la qualité des logements est là et les augmentations de loyer sont modérées. Alors, pour eux, c'est assez facile de gestion. Le montant des loyers, on ne suit jamais le marché privé. Il y a une augmentation moyenne d'environ 10 $ par mois, par année, ce qui fait qu'il y a un écart qui se creuse avec le temps. L'immeuble où il y a le plus petit écart, c'est 75 $. On est 75 $ moins cher que le marché privé par mois. L'immeuble où il y a le plus grand écart, c'est parce qu'il est très bien situé, là, il y a un écart de 370 $ par mois avec le marché privé. Au total, sur notre parc de logement de 540 unités, on l'a fait le calcul récemment, c'est 1 260 000 $ de moins qu'on charge aux locataires que si on était au même loyer que ceux indiqués dans l'étude annuelle de la SCHL. OK. Et puis, par rapport, parce que là, vous n'avez pas pour ce qui est des règles d'attribution, oui, je comprends le PSL privé, probablement que c'est l'OMH. Est-ce que c'est l'OMH qui détermine qui va entrer dans vos immeubles? Comment est-ce que vous fonctionnez pour l'attribution des logements? Est-ce que... On a un employé dont c'est le travail à temps plein de faire la sélection des locataires. On a le certificat de la SHQ pour les logements subventionnés. Donc, on suit ces règles-là. Il y a une liste d'attente. Avant, la liste d'attente était gérée par la Fédération des OSBL d'habitation de notre région. Maintenant, on la gère nous-mêmes. Donc, il y a une liste, il y a un processus qui est transparent et c'est une employée qui s'assure de faire l'ensemble du processus. Fait que si je comprends bien, vous avez un certificat de conformité pour les règles d'attribution propre à Solide. Oui. Ben, le certificat IUT à Solide, c'est pour les logements subventionnés. OK. Dans l'Axiologie, les PSL privés, ben là, ça, c'est l'OMH qui nous envoie les locataires. OK. Mais je viens de regarder la question, ça faisait partie de la question de Charlie aussi. Je pense qu'on a répondu en partie. Monsieur Giguère a répondu en partie. Là, il y avait une question qui s'adressait aux deux par rapport aux initiatives. Est-ce que c'est des initiatives qui pourraient être pensées au niveau de la région ou ça doit être seulement fait par des municipalités au niveau MRC? Puis même, on dit, est-ce qu'on peut imaginer des partenariats municipalités solides, mettons, pour constituer dans une banque de logements locatifs, dans votre cas? Mais pour les deux, on nous demandait, est-ce que c'est une initiative que vous avez mis en place, est-ce que ça se pense au niveau, ça peut être pensé au niveau régional ou ça doit se faire uniquement en termes de territoire de MRC ou encore municipaux? Je vais y aller. Ben, ouais. Dans mon cas, on utilise la CHL comme partenaire financier. Donc, peu importe l'échelle, on y va par projet, tout simplement. Par contre, le partenariat pour la contribution du milieu, même si c'est juste 5 %, on peut y aller avec une enveloppe dans l'enveloppe régionale, ne serait-ce que le FKIS ou vous connaissez mieux que moi tous les programmes que vous avez sur votre territoire. Mais notre partenaire financier, donc ça se fait cas par cas. OK. François? Ce serait la même réponse. En fait, tout est possible. Ça dépend de la dynamique du milieu. Alors, selon la dynamique du milieu, on compose notre projet avec les partenaires qui sont
intéressés à y travailler. Mélanie, juste aviser qu'il nous reste 3 à 4 minutes, mettons, pour terminer. Dans 4 minutes, on est entendu ailleurs. Il y a, bon, alors là, je vois vitement une question de Luc, là, qui est s'il y avait des projets en collaboration avec des représentants des Premières Nations pour Martin. Actuellement, on a différents projets avec le Centre d'amitié autochtone, mais c'est essentiellement en axiologie. On tente notre coup toutefois avec le nouveau programme là, de création rapide avec la SCHL. On n'a pas fait de phase d'agrandissement jusqu'à présent avec la SCHL, là, comme en volet logement abordable. OK. Très intéressant. Puis je pense que c'est des façons de faire qui peuvent, en tout cas, facilement être transférables d'une municipalité à l'autre, d'une région à une autre. Puis il faut juste le mettre aux couleurs des besoins qu'on a ici. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, André? Pas pour l'instant, en tout cas. Ils apparaissent après toi, mais non. Plein de petites choses. Ce que je conçois, mais quand on veut aller de l'avant, il faudra au niveau technique, il y aura probablement pas mal de choses à aller voir, à parler directement avec un comme l'autre, avec Martin ou avec François. Au niveau technique, quand on vient de le faire. Il y a Emmanuel qui dit que c'est inspirant. Je partage vraiment son idée là-dessus. Là. C'est quand on dit qu'on a des moyens dans le milieu, vos moyens, ils sont différents de ce qu'on comprend tout le temps, puis ça semble avoir marché. Fait que, pas ça semble avoir marché, ça marche, visiblement. Deux bels exemples de prise en charge du milieu pour combler les besoins en habitation. J'ai une petite question, puis après ça, j'inviterai peut-être Mélanie à faire le wrap-up de ça pour qu'on puisse s'en aller ailleurs. Mais pourrait-on contacter les panélistes pour nous donner des conseils pour implanter de telles mesures chez nous? Est-ce que vous êtes ouverts à ce qu'on vous contacte, messieurs? Ouais. Je te laisse le marteau. Non. Oui. Après les fêtes, s'il vous plaît. Dans ma tête, je suis encore au mois d'août, donc je n'ai pas vu le temps passer. Donc, ça me fait grand plaisir. T'es chanceux dans ta tête, c'est encore en été. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Si les gens veulent me contacter, ça me fait plaisir de répondre à leurs questions. Travailler avec eux, puis ça me ferait plaisir de voir d'autres initiatives du même genre dans le Levé de terre. Alors, c'est très, très apprécié de partager votre expérience parce qu'effectivement, c'est ça, des fois, on craint de vouloir sortir du cadre, puis quand on voit qu'il y a des gens qui ont tenté le coup puis que ça a fonctionné comme pour vous, c'est intéressant, puis c'est tentant aussi de se dire, regarde, on peut, nous aussi, faire cette démarche-là, puis tenter de développer autrement.